Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition dont voici le sommaire. Le mélange des genres dans un cadre unique, la direction des affaires culturelles va de nouveau ouvrir les portes du Fort Antoine aux différentes entités culturelles de Monaco. Une programmation estivale riche qui s'étalera sur plusieurs semaines à compter de la fin du mois de juin. Une programmation que nous détaillera Françoise Gamerdinger, directeur des affaires culturelles. Le marathon de lecture de la Fondation Prince-Pierre de Monaco est lancé. Première étape, une rencontre entre les lecteurs engagés dans cet enchaînement de lecture autour des livres sélectionnés dans le cadre du prix littéraire et de celui de la Bourse de la découverte. L'INSEE vient de présenter son bulletin trimestriel économique qui couvre le premier semestre 2021. Comment l'économie s'est comportée après le rebond épidémique de la fin 2020 ? Quels sont les secteurs qui ont pu le mieux rebondir? Réponse dans ce journal. Nous ouvrirons un large chapitre consacré au tennis. Nous serons en duplex depuis Larnaca à Chypre avec Guillaume Couillard, le capitaine de l'équipe de Monaco de Coupe Davis. Les tennismen monégasques vont tenter de monter de division en affrontant 3 autres pays. Il nous révélera le nom de ces pays. Le tirage au sort a eu lieu ce matin. Monaco, terre de tennis depuis toujours, avec cette équipe de Coupe Davis, avec un tournoi historique, avec un club qui jouit d'une situation géographique unique et avec la présence régulière des plus grands noms du tennis qui viennent s'entraîner à Monaco. Nous serons avec le directeur de l'ATP, l'ancien joueur Andrea Gaudenzi, pour évoquer toutes ces facettes. Il réside à Monaco et lui aussi continue de pratiquer ce sport sur les cours du Monte Carlo Country Club. Et puis ils n'ont pas démérité, se sont illustrés sur les routes de col de légende du Tour de France. Le focus info de ce journal sera consacré aux carabiniers cyclistes qui viennent de prendre part à un stage d'entraînement de haut vol à Bagnères-de-Luchon avec, excusez du peu, l'ancien vainqueur 88 de la Grande Boucle, l'Espagnol Pedro Delgado. On connaît donc depuis aujourd'hui la programmation estivale de la direction des affaires culturelles. Beaucoup de dates, beaucoup de diversité. Et pour nous en parler, le directeur des affaires culturelles, Françoise Gamerdinger, bonsoir. Bonsoir Patricia. On l'a souvent dit et répété, il y a eu une exception culturelle à Monaco tout au long de la crise. Le spectacle vivant, les restés vivants. Et cet été ne démentira pas cette dynamique. Tout à fait Patricia, puisque nous abordons une programmation telle que nous l'avons établie l'année dernière, c'est-à-dire à la fois les entités culturelles de la Principauté et la direction des affaires culturelles qui se retrouvent ensemble pour la programmation du Fort Antoine. Oui, donc vous reprenez une formule qui a marché et avec cette constante, le cadre, le Fort Antoine. Oui, nous sommes ravis d'avoir ce petit écrin patrimonial qui nous permet de faire des spectacles en plein air et qui nous a déjà permis l'année dernière d'accueillir le public après la crise sanitaire. Donc c'était vraiment important, c'est un lieu de communion culturelle. C'est un mélange des genres en quelque sorte que vous allez proposer ? Oui, tout à fait, puisque le nouveau musée, le Printemps des Arts, la Fondation Prince-Pierre, l'Institut audiovisuel, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le Théâtre Princesse Grace, j'espère n'oublier personne, nous rejoignent pour programmer tout au long de l'été des spectacles, bien évidemment de musique, mais aussi donc littéraire, cinéma, art contemporain. Donc il y en a pour tous les goûts et nous sommes ravis de pouvoir accueillir cette grande diversité. Et c'est toujours un exercice difficile, mais tout de même quelques exemples s'il ne fallait retenir que quelques spectacles. Par exemple, nous avons un magnifique concert programmé par le Printemps des Arts. Donc, c'est le premier rendez-vous de Bruno Mantovani avec Monaco. Après, nous avons également une conférence philosophique sur l'amour. Donc, des rendez-vous importants et qui vont donner envie de se retrouver assis côte à côte avec le masque. Et puis vous avez conservé cette tradition de faire venir des troupes de théâtre qui proposent des spectacles tous uniques. Nous avons à la direction des affaires culturelles Ambre Pietri qui assure la direction artistique de cette saison d'été et qui, malgré les conditions sanitaires, est parvenue à nous
à découvrir des pépites et à nous les faire partager tout au long de l'été. Donc nous aurons 5 spectacles de théâtre au sein même du Fort Antoine, en plus de la programmation du Théâtre Princesse Grace. C'est la grande force de Monaco, toutes ces entités culturelles qui cohabitent, collaborent et créent ensemble. Oui, c'est une grande force. C'est un paysage auquel je suis très attachée, c'est-à-dire d'avancer ensemble, de proposer ensemble. Nous sommes beaucoup plus forts et nous montrons aussi à quel point la politique culturelle est importante en principauté et que grâce à ce concours de tous les imaginaires et de toute cette créativité, nous parvenons à offrir une saison d'été plus que merveilleuse. Et j'aimerais que l'on s'attarde sur une soirée, en particulier celle du 23 juillet, une soirée hommage qui a été préparée par celui à qui l'on va rendre hommage. Il y a quelques semaines, il avait travaillé encore avec nous pour programmer un hommage, l'hommage à Ennio Morricone, et cette soirée sera dédiée à notre ami Jean-René Palacio. On y tenait tous parce qu'il a vraiment participé, il y tenait très fort, donc nous serons avec lui sous les étoiles du Fort Antoine. Un hommage au cœur de cette programmation donc qui débutera fin juin pour s'étaler jusqu'au 6 août. Oui, tout à fait, puisque après, il y aura un enchaînement avec le Festival mondial du théâtre amateur qui se tient tous les 4 ans. Le Fort Antoine donc, et en parallèle, le traditionnel Festival d'orgue. Cette année, nous aurons 7 concerts. Nous sommes ravis d'avoir cette programmation un petit peu plus étoffée que l'année passée. Et également une conférence pour présenter le livre sur le grand livre des orgues en principauté. Et nous fêterons un bel anniversaire. Et oui, ça passé très très vite puisqu'il y a déjà 10 ans qu'il y a eu donc la restauration totale du grand orgue de la cathédrale. Et nous aurons un concert tout spécial pour fêter cet anniversaire, à savoir que tous les organistes de la principauté se retrouveront pour animer cette soirée et pour jouer sur le grand orgue de la cathédrale. Voilà une illustration de plus de la vitalité de la culture monégasque et une belle programmation estivale. Merci Françoise Gamerdinger de nous avoir dévoilé ces grands rendez-vous culturels de l'été. Merci Patricia, et la Direction des Affaires culturelles souhaite un bel été à tout notre public que nous attendons avec impatience. La Fondation Prince-Pierre, elle aussi, fera partie de la programmation estivale de la DAC au Fort Antoine. Elle vient également de donner le coup d'envoi du marathon de lecture autour du prix littéraire et de la bourse de la découverte, 2 distinctions décernées à l'automne. Et d'ici là, des lecteurs vont s'adonner à leur passion dévorante pour la lecture en découvrant les ouvrages sélectionnés. La première étape, une rencontre entre lecteurs à laquelle a assisté Vanessa Dessy. C'est une opération qui a pour objectif de partager avec le plus grand nombre les sélections d'ouvrages réalisées chaque année par les membres du Conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre. L'objectif est simple, c'est de faire lire, tout simplement, déjà, et puis de faire connaître les auteurs qui ont été sélectionnés par le Conseil littéraire. La Fondation Prince-Pierre s'est donnée comme mission de diffuser la culture, donc c'est un bon moyen d'être dans sa mission. Le Conseil a donc retenu 4 écrivains pour le prix littéraire, récompense qui honore un écrivain d'expression française de renom pour l'ensemble de son œuvre. Cette année, il y a une sélection qui a été faite au mois de mai pour 4 auteurs, Annie Ernaux, Pierre Michon, Benoît Dutertre et Claude Arnaud. Deuxième prix, la Bourse de la Découverte, qui est là pour mettre en avant un jeune auteur, dont c'est un auteur jeune, en tout cas dans le sens de la jeunesse de l'écriture, dont c'est le premier roman, et nous avons donc 5 personnes qui ont été sélectionnées. Madeleine Assas, Abigail Assors, Ludmilla Charles, Émilienne Malfato et Dimitri Brouchon-Bourry. À l'issue de ce marathon, une rencontre avec les auteurs en lice pour le prix de la Bourse de la Découverte est prévue le lundi 11 octobre à la médiathèque. La cérémonie de proclamation des prix, quant à elle, aura lieu le mardi 12 octobre à la salle Garnier. Place aux autres grandes informations du jour avec une confirmation. Les concerts au Palais Princier vont reprendre. Bonsoir Christine Datomel.
Oui, la billetterie ouvrira jeudi, Patricia, à 10 h. Vous pourrez réserver vos places pour des concerts qui se tiendront les 15, 18, 22, 29 juillet et 1er et 5 août. Pour plus de renseignements sur la programmation, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.opmc.mc et vous rendre dans la rubrique Concert au Palais Princier 2021. Alors à noter que les conditions d'accueil du public étant susceptibles d'évoluer, il n'y aura pas de repli en cas de mauvais temps, empêchant la tenue bien sûr d'un concert dans la cour d'honneur. Si le cas se présente, le concert sera annulé et les billets achetés seront remboursés. Un autre rendez-vous musical plus proche, les Thursday Live Sessions au Grimaldi Forum. Rendez-vous ce jeudi à partir de 18h30 à l'espace Indigo du Grimaldi Forum pour un Thursday Live Session qui recevra les Lehman Brothers, ce groupe français composé de 5 copains de lycée qui ont commencé à jouer dans un garage. Avenue Lehman, pour l'anecdote, connaît un fort succès ces dernières années grâce à des morceaux inspirés de la musique de Prince ou encore de Jamiroquai. Alors, pour réserver votre table jeudi, un numéro de téléphone, le 99 99 3000. L'union fait la force, la JCE et le Monaco Boost s'allient. Et oui, la JCE et le Monaco Boost viennent de signer un partenariat, Patricia, avec un objectif commun, favoriser l'entrepreneuriat en principauté. Le Monaco Boost accueillera les réunions de la JCE et les sessions du concours de création d'entreprise. Par ailleurs, il sera aussi partenaire de la Monaco Success Box en mettant à disposition des finalistes des salles de réunion pour des rendez-vous ponctuels. Et enfin, la Pépinière accordera aux 2 premiers gagnants du concours un espace de travail au sein de Monaco Boost pour y installer le siège social de l'entreprise nouvellement créée. Des chiffres très attendus à présent. L'Institut monégasque de la statistique et des études économiques vient de rendre public son bulletin trimestriel. Il concerne le début d'année 2021. Alexandra Pani nous en livre les grands enseignements. Seuls 4 grands secteurs d'activité voient leur chiffre d'affaires progresser en ce premier trimestre 2021. Contrairement à ses voisins européens, la principauté a choisi de ne pas reconfiner. L'ensemble des activités économiques est donc resté ouvert sous conditions. Le secteur de la construction a lui enregistré une hausse record de son chiffre d'affaires pour un début d'année, mais ce premier trimestre reste pour la majorité en deçà des années précédentes. Plus de 460 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la construction. En découle l'emploi sur ce même secteur, puisque la construction gagne 300 emplois supplémentaires, plusieurs milliers d'heures supplémentaires également travaillées pour ce secteur. Donc c'est vraiment le secteur phare du trimestre. Les autres se maintiennent ou augmentent ou légèrement, et puis d'autres enregistrent de plus fortes baisses. Et je pense notamment, sans surprise, à l'hébergement-restauration, qui a un chiffre d'affaires en baisse de 40% et qui perd 1700 emplois sur le trimestre. Les créations d'établissements sont en légère baisse, 188 contre 208 en 2020, tout comme le nombre de radiations, 118 contre 130. Le commerce extérieur se redresse nettement par rapport au premier trimestre 2020 et affiche un montant de plus de 625 millions d'euros. Les exportations ont bénéficié du regain d'activité internationale avec plus 26,7%. Mais il faut bien entendu relativiser cette croissance. Le volume global des échanges reste inférieur à son niveau de 2018 ou 2019. Il en sera de même pour les données du second trimestre qu'il faut appréhender en tenant compte d'un contexte de l'an passé particulier avec un mois d'avril 2020 totalement à l'arrêt. Aujourd'hui, on observe que le mois de mars 2021 a permis le rebond de certains indicateurs économiques, l'emploi, les heures travaillées. On a vu cette légère augmentation au mois de mars sur certains indicateurs. On espère qu'on est sur la bonne tendance, mais il faut rester prudent sur les comparaisons. Au 31 mars 2021, le chiffre d'affaires de la principauté hors activité financière et d'assurance s'élève à 3,22 milliards d'euros, en recul de 259 millions d'euros par rapport à 2020. Toutes les données du bulletin économique du premier trimestre sont à retrouver sur le site imc.mc. Le chapitre sportif de ce journal avec un large volet tennistique. Monaco connaît depuis aujourd'hui ses adversaires en Coupe Davis. Le tirage au sort du Tour qui se déroule cette semaine à Chypre a eu lieu ce matin et le capitaine des Rouges et Blancs est avec nous. Bonsoir Guillaume Couillard.
Bonsoir. Vous allez nous révéler le tirage au sort des matchs de ce tour de Coupe Davis dans quelques instants. Mais peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons recontextualiser tout cela. Dans quelle division se trouve aujourd'hui l'équipe de tennis de Monaco? Alors cette année, on joue dans la 3e division, le groupe 3 zone Europe, donc ici à Chypre. On se souvient qu'il y a eu une modification douloureuse des règles du jeu en défaveur de Monaco, mais c'est oublié tout cela aujourd'hui, tout le monde est remotivé? Oui, c'est oublié, on va dire qu'on a à cœur de remonter dans le groupe 2, dans lequel on aurait dû rester avant ce nouveau règlement d'il y a 2-3 ans maintenant. Donc oui, on est boosté pour ça. Comment se compose l'équipe engagée? Qui sont les joueurs qui vont représenter Monaco? Alors, on a Lucas Catarina, Valentin Vachereau, Hugo Nice et Romain Arneaudo. Et le tirage au sort, donc, qui est intervenu en début de matinée? Oui, tout à fait. Donc, on est dans le groupe B, donc avec Malte, l'Irlande et le Luxembourg. Ouais, et nous sommes donc tête de série dans cette division. Voilà, c'était un tirage plutôt clément pour vous? Bah ça, on le saura après les rencontres. Je vous dirai ça, si on gagne les rencontres, ce sera un tirage clément. Sur le papier, on ne va pas se cacher. On est favori sur le papier. Maintenant, on sait que quand on représente son pays, bah, ça galvanise, mais ça peut aussi rajouter de la pression. Donc, à nous de bien gérer nos émotions pendant toute cette semaine. Et ensuite, quel sera le calendrier sur l'année? Il y a juste cette échéance ou il y aura ensuite d'autres rencontres? Non, c'est uniquement sur cette semaine-là et on ne sait pas encore comment ça se déroulera l'année prochaine. C'est un petit peu compliqué, je pense aussi, avec cette période de Covid. Mais cette étape à Chypre est donc capitale. Cela a été compliqué de préparer cette nouvelle saison de Coupe Davis compte tenu du contexte mondial? Non, par rapport au contexte, ça n'a pas été plus compliqué que les autres années. C'est plus, en fait, on avait rendez-vous la semaine dernière pour se préparer tous ensemble. Et on a 2 joueurs qui étaient encore en course à Roland-Garros, donc ils nous ont rejoints un petit peu plus tard. Mais bon, c'était plutôt une bonne nouvelle et ça ne nous a pas perturbés parce qu'ils sont revenus avec quelques victoires et un petit peu de confiance en plus. Donc, c'était vraiment pas un souci pour nous. Et cette équipe, Guillaume Couillard, comment pourrait-on la qualifier? Elle est à la fois jeune, mais expérimentée. Oui, alors, on a un nouveau joueur qui va fêter sa première sélection, Valentin Vachereau. Qui a 22 ans, donc c'est tout jeune malgré tout. On a Lucas Catarina qui a que 24 ans, hein, c'est finalement très jeune maintenant. Et puis on a nos 2, j'allais dire anciens, même si ils sont malgré tout jeunes, ils ont 29 ans. C'est Hugo et Romain qui se sont spécialisés surtout dans le double, donc qui sont de très bons joueurs de double et même de simple, hein, mais qui ont une expérience. Donc on a des jeunes, on a des moins jeunes. Donc ça fait vraiment, je trouve, il y a une belle émulation et on est vraiment une bande de copains. Et c'est ça aussi notre force, c'est qu'on vraiment s'entend tous très bien et on a envie de gagner pour nous tous. Un dernier mot, nous évoquions le contexte mondial. Vous avez souvent à vos côtés un petit groupe de fidèles qui vous suit. Là, pour Chypre, ça a été un peu différent, hein. Oui, ben, ça va être la première fois depuis très très longtemps qu'on n'aura pas nos supporters avec nous. Donc, voilà, on va faire ça. On a un peu l'habitude, hein, parce que depuis 1 an, on joue sans spectateurs quasiment. Ça revient un petit peu là, avec Roland-Garros et tout ça, mais en règle générale, on joue devant 0 spectateur, donc ça ne va pas changer grand-chose. Voilà, c'est tout. On l'évoquait avec Benjamin Balleret il y a quelques jours. Cette absence de public, cela peut peser sur le mental? Alors, bien évidemment. Donc là, nous, on joue à l'extérieur. Donc finalement, c'est un peu moins gênant pour nous parce que justement, il y a Chypre qui joue à domicile. Ils n'auront pas leurs spectateurs. Donc c'est vrai que c'est eux qui vont plus souffrir de ça. Mais bien évidemment, avoir nos supporters avec nous, c'est quelque chose qui rajoute de l'envie. Et c'est vrai que ça galvanise. C'est vraiment quelque chose de vrai, quoi. C'est réel, ça, hein. Eh bien, écoutez, en tout cas, nous vous suivrons donc d'ici la fin de la semaine sur Monaco Info, pas à pas. Guillaume Couillard, merci d'avoir répondu à nos questions en duplex de Larnaca à Chypre. Avec plaisir, merci.
Tous les espoirs sont donc permis pour une remontée dans la division supérieure. L'esprit tennis a toujours soufflé à Monaco. Au club exceptionnel du MCCC s'ajoute un tournoi historique et particulièrement prisé, sans compter les plus grands joueurs qui ont fait de la principauté leur camp d'entraînement privilégié. Et parmi les fidèles que l'on peut apercevoir jouer sur les cours monégasques, un ancien champion italien qui est aujourd'hui à la tête de l'ATP. Bonsoir Andrea Gaudenzi. Bonsoir à tous. Vous êtes à Monaco, où vous vivez. Monaco, c'est une vraie terre de tennis. Il y a ce tournoi historique, magnifique, et cet endroit où de nombreux joueurs viennent s'entraîner. Yes, exactly. Monaco is one of my favorite places, not only because I live here, but also it's my best result as an ex-tennis player here. I played the semi-final of this tournament in 1995, and I have great memories about it. Andrea Gaudenzi, Roland Garros vient de s'achever. Quel bilan peut-on dresser de cette édition 2021? Cela a tout de même été un beau succès compte tenu de la crise qui persiste. No, I think it was an amazing result. I mean, I briefly looked at the audience on TV and all the digital numbers. There was an incredible engagement from the fans on all sides, both men and women. I think I witnessed one of the best tennis on clay court I've ever seen in my life in the third set of the semi-final of Rafa against Novak. It was just amazing tennis. I think it was wonderful. Obviously, we would all have preferred to see a full stadium, but I think it was an amazing entertainment considering that we are still under COVID. Donc c'était un premier pas tout de même important avant le retour complet du public. Mais Roger Federer a dû abandonner. Rafael Nadal s'est incliné face à Novak Djokovic. Est-ce que c'est la fin d'une génération? Well, I don't think we're quite there at the end. Obviously, you know, they're aged advanced. Roger is likely to aim to try to win Wimbledon and to play well at the end of the season. Novak and Rafa are a little bit younger, but obviously, you know, at some point they will stop playing. That's inevitable. I'm extremely optimistic and confident about the future of the sport because we have great youngsters coming up like Stefano and Dominic Thiem and Medvedev. Et alors, qui, selon vous, pourrait les remplacer Roger Federer et Rafael Nadal? It's very difficult to say exactly who can, but definitely we have guys like Zverev and Stefanos and Daniil Medvedev and Dominic Thiem that are on their way pushing to get, you know, to start winning the Grand Slams and to winning the best tournaments around. I think we are in a very good place as an exchange of a new generation. Andrea Gaudenzi, après vous êtes illustré sur les cours, vous êtes donc aujourd'hui le patron de l'ATP. Certains joueurs qui sont au-delà du top 100 se retrouvent aujourd'hui dans une situation délicate en raison de la crise. Est-ce qu'il faudrait peut-être étendre ces fameux money prices? It's not an easy situation because the tournaments rely around 45% on the revenue from ticketing. So also the tournament had major losses in the last couple of years due to COVID. As a consequence, we had to cut the prize money, but in all fairness, the prize money cut was done at the highest level because we kept the first and second round prize money level almost at the same as 2019. So all in all, we are about a reduction of 23%, which was mostly covered by the top 30 player. So it's unfair to say that the lower ranked player really suffered a lot in the last 2 years. I think it's more the high ranked players and the one who arrive at the end of the tournaments and play the semi-final and finals. Une dernière question, Andrea Gaudenzi. Alors là, vous n'êtes pas spécialement en tenue, mais vous jouez toujours. Hein. Il n'est pas rare de vous croiser sur les cours du MCCC. I do play with my kids sometimes. I have 3 boys who train on a daily basis here at the country club, and sometimes I play with them. Not a lot lately, unfortunately, because I'm too busy on the job, but I try to keep myself fit, and I still enjoy playing in this club, in one of the most beautiful clubs in the world. Merci beaucoup, Andrea Gaudenzi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Bonsoir. Du sport encore, avec du basket. La Rocket Team a malheureusement raté sa dernière sortie de la saison à l'extérieur lundi soir, Crescinda. Oui, les Monégasques se sont inclinés sur le parquet de Nanterre, 86-79. Monaco s'incline donc pour la 4e fois sur les 6 derniers matchs et reste 3e au classement. Les hommes de coach Z devront se reconcentrer sur les matchs décisifs pour espérer soulever un premier trophée de champion de France le 26 juin prochain. Avis aux amateurs de rugby à 7.
Une jauge de 5000 spectateurs est prévue pour l'accueil du public les samedis 19 et dimanche 20 juin à l'occasion du World Rugby Sevens repêchage. Je vous rappelle que la billetterie en ligne est ouverte sur le web www.monaco-rugby.com ainsi qu'au Stade Louis II du mardi au vendredi de 10h à 14h et de 16h à 19h. Le samedi 19 juin de 8h30 à 16h. Le dimanche 20 juin de 10h à 16h. Les journées nationales Happy Days auront lieu les 17, 18 et 19 juin prochains. Plus que jamais, Patricia, l'abeille a besoin d'être protégée. La menace est bien réelle pour les abeilles domestiques et sauvages. Retour des insecticides, prolifération du frelon asiatique sur l'ensemble du territoire, réduction des ressources mellifères, maladies et bouleversements climatiques. Le constat est sans appel. C'est pourquoi chaque année en Principauté, des actions sont menées en faveur des abeilles. Ce vendredi, des élèves de CM2 de l'école FANB se rendront sur le toit-terrasse de Fontvieille, là où se trouvent les ruches du gouvernement princier, pour être sensibilisés à cette problématique. Chaque année en France, ce sont plus de 30% des colonies qui disparaissent. Les pollinisateurs sont indispensables à l'équilibre de nos écosystèmes et de notre agriculture, et plus largement de notre sécurité alimentaire. Protéger l'abeille, c'est aussi nous protéger. Place au Focus Info du jour. Les Carabiniers du Prince participaient en fin de semaine dernière à un stage de cyclisme à Bagnères-de-Luchon. Pour l'occasion, ils arboraient leur nouveau maillot aux couleurs de Fightheads Monaco, l'association présidée par la princesse Stéphanie. Et vous étiez sur place, Frédéric Hélion, avec Serge Prémont, dans les Pyrénées. Et oui, effectivement, nous sommes ici à Super-Bagnères, 1800 mètres d'altitude, en plein milieu des Pyrénées, au-dessus de Luchon. C'est ici, dans la région, que les Carabiniers du Prince ont fait ce stage de 3 jours, un stage organisé par l'adjudant-chef Denis Raymond. Bonsoir Denis. Bonsoir. Bon Denis, expliquez-nous un peu comment est née l'idée finalement de faire ce stage ici, dans les Pyrénées. L'idée, elle est venue parce que les carabiniers cyclistes cherchaient vraiment à connaître ma région. C'est quand même un point central du Tour de France avec 5 cols mythiques dans un rayon de 25 km. Donc ils voulaient connaître un petit peu ces efforts-là. Et ça a été un stage intense de 3 jours. Je crois que vous leur avez concocté un sacré programme. Oui, ça a été 2 étapes à peu près de 100 km avec à chaque fois un dénivelé de 2200 mètres. Grand moment de sport, mais aussi il y a l'aspect caritatif parce qu'on le sait, il y a eu une tombola et c'était pour Fightheads. On a aussi eu la chance d'avoir Ecoy qui nous a fourni ces magnifiques maillots qui nous ont quand même un petit peu aidé à grimper. Voilà, oui, pour la bonne cause, pour notre marraine, la princesse Stéphanie, pour Fightheads. Oui. Bon, Denis, bravo. On va vous laisser récupérer. On va revenir, nous tous ensemble, un peu plus en détail sur ces 3 jours de stage. Un triptyque pyrénéen digne du Tour de France. Un enchaînement Peilleresourde-Port de Balès pour débuter jeudi. Une mise en bouche corsée avec Peilleresourde et ses 13 km à 7% de moyenne. Un col franchi à 68 reprises sur le Tour de France. Christopher Froome, Richard Virenque, Bernard Hinault ou Federico Bahamontes y sont passés en tête. Vendredi, les jambes piquent un peu au réveil avec les kilomètres engrangés la veille et le programme est tout aussi copieux avec 3 ascensions. Sur les premiers kilomètres de plat, Chris Carrette du Bike Shop de Monaco, un des partenaires de ce stage, également en charge de l'assistance mécanique, nous donne la situation de course. Vraiment, on a eu un départ très tranquille. Je pense que l'étape va être très difficile. On a toujours le favori Chris Carrette de la formation Fightheads. Donc, petite formation dans quelques minutes. Le peloton se disloque dans le col du Mente avec ses innombrables lacets et sa vue à couper le souffle. Puis après un regroupement au sommet, direction l'Espagne pour grimper le col du Portillon avec 7 virages qui portent le nom de vainqueur espagnol du Tour de France, de Bahamontes en passant par Ocaña jusqu'à Alberto Contador. Des paysages magnifiques d'abord et après c'est un peu difficile les enchaînements quand même. Mais bon, ça se fait, on prend du plaisir et c'est le principal, quoi. Ça fait mal aux pattes, comment il fallait faire? Fallait gérer un petit peu tout au long de la matinée, c'est ça? Après la mise en bouche de hier, c'était compliqué. On est parti sur une grosse étape aujourd'hui, plus de 100 km et 3 cols au menu. Mais voilà, c'était la gestion et on est content d'être arrivé en Espagne et on a hâte d'aller manger. On est ensemble toute l'année en conditions de travail et là on se voit autrement, on apprend à se connaître autrement, donc c'est cool. Parce qu'on vit ensemble, on travaille ensemble, on fait le sport ensemble, donc c'est cool. Voilà. L'exemple est là.
Tout se passe bien, au top. Beaucoup de pédales en montagne, regardez. Ça fuse de tous les côtés. Pour accompagner les carabiniers dans ce stage et leur prodiguer quelques conseils, un ancien coureur professionnel, Christophe Lemével, 9e du Tour de France en 2009, un tour qui s'était lancé de Monaco. C'est des cols qu'on a pratiqués sur beaucoup d'étapes du Tour de France, je les connais tous par cœur. Et là, les faire avec les carabiniers du Prince, c'est juste fantastique. C'est des sportifs de base, hein, donc le vélo... ils savent faire de la moto aussi, donc ils sont assez techniques aussi dans les descentes. Dans les montées, ils tournent bien les jambes et puis on voit qu'ils en veulent. Ce stage est aussi pour la bonne cause, avec une tombola organisée le vendredi soir. Plus de 1 200 € ont été récoltés pour l'association Fightheads Monaco. Samedi, dernier réveil matinal pour ce qu'on pourrait comparer à une course de côte, l'ascension vers Luchon-Super-Bagnères et ses 17 km. Avant le départ, rendez-vous devant l'église pour la bénédiction de la course par le Père Arnaud. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour accompagner les carabiniers sur cette montée vers Super-Bagnères, un invité de marque, Pedro Delgado, vainqueur du Tour de France 88. À 61 ans, le coup de pédale est toujours aussi aérien. C'est plus dur maintenant. Ce n'est pas les mêmes cols que j'ai monté quand j'étais professionnel. Mais une jour comme ça, c'est une jour pour le plaisir, pour faire des vélos. Et nous avons passé une très bonne journée. C'est très amusant de trouver toujours des personnes qui aiment le cyclisme, pas vraiment pour faire un grand sport, mais pour le plaisir de faire des vélos. C'est très bien et une place comme ça, une Super-Bagnères, c'est formidable. Ah, franchement, c'était super, c'était une super organisation. Là, je viens d'arriver il y a 1 minute, donc j'ai un peu le souffle coupé. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'accumuler 3 jours de vélo en suivant, quasiment 6000 mètres de dénivelé. Mais on a un groupe soudé, et on n'a rien lâché, on était jusqu'au bout pour notre marraine, pour l'association. On s'est vraiment régalé, que ce soit autant sur le vélo, les paysages et à table également, parce qu'on est venu là aussi pour en profiter dans tous les sens, mais vraiment extraordinaire. Le temps est avec nous en plus, rien à dire, on reviendra. Être carabinier, c'est faire partie d'une famille. Et dans une famille, quand ça ne va pas, dans les moments difficiles, on se serre les coudes. Alors quand Donovan est en souffrance dans les derniers hectomètres de la montée qui mène à Super-Bagnères, tout le monde se réunit pour une scène qui sent bon le Tour de France. C'est énorme, c'est une sensation qu'on voit jamais. Et du coup, moi je suis pas un grand cycliste, comme vous avez pu le voir, je suis toujours un peu dans la fin du peloton. Non, c'est une belle aventure, on est là pour fighter, donc pensez à la princesse, puis à nos collègues qui sont de garde quotidiennement, et voilà quoi. Et quand l'adjudant-chef Denis Raymond est en approche du sommet, toute la compagnie remonte sur le vélo pour l'accompagner dans les dernières rampes et franchir la ligne d'arrivée avec lui. Le mental est marraine, exceptionnel. Je ne me rappelais pas que c'était aussi dur. Pas le temps de profiter du superbe panorama au sommet, avec notamment le pic d'Aneto, encore enneigé, le point culminant des Pyrénées du haut de ses 3404 mètres. Les coureurs plongent dans la descente vers Luchon et troquent leur maillot de cycliste pour leur tenue de carabinier. Direction la Villa Louisa, demeure des princes de Monaco de 1915 à 1930 pour une photo souvenir. Puis ensuite, le rendez-vous était donné sur le parvis de la mairie pour assister à une démonstration de la compagnie des guides à cheval de Luchon, munis de leur traditionnel fouet qui permettait de communiquer à l'époque. Luchon et la principauté sont liés. Au vu de la réussite de ce premier stage dans les Pyrénées, l'expérience devrait être renouvelée l'an prochain avec quelques belles surprises. Et après cette bouffée d'air pyrénéenne, un détour par les prévisions météo pour la journée de mercredi.
Quelques passages nuageux sont prévus mercredi dans la matinée malgré de belles éclaircies, mais le ciel se couvrira progressivement durant la journée. Du côté du thermomètre, il fera 26 degrés au meilleur moment de la journée et 21 degrés pour les minimales. La température de l'eau sera à 23 degrés. Le soleil se lèvera à 5h46 et se couchera à 21h15. Mercredi 16 juin, nous fêterons les Régis. Ce journal s'achève. Nous nous quittions hier sur de belles images de terre battue. Aujourd'hui, le bleu de la piscine du Stade nautique, un incontournable rafraîchissant de la saison estivale. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau journal. Très belle et douce soirée à vous.